Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, à l'occasion de sa première Assemblée générale extraordinaire de l'année 2025, l'Union nationale des médias en ligne du Bénin a procédé ce samedi à Cotonou à l'inauguration officielle de son siège. À suivre le compte-rendu dans un instant. Devant la presse au palais de la Marina, le chef de l'État a longuement justifié l'allongement de la durée du mandat présidentiel. En s'appuyant sur son expérience, Patrice Talon défend un choix qu'il estime adapté aux réalités du Bénin. Et puis, en interactualité au Nigeria, le gouvernement a annoncé ce dimanche la libération de 130 élèves enlevés fin novembre dans une école catholique. À nouveau bonsoir, l'UNAMEL Bénin consolide sa présence dans le paysage de la presse en ligne au Bénin. L'organisation affiche des résultats probants grâce à plusieurs initiatives visant la promotion et la structuration du sous-secteur. Sous la conduite de son président Barnabas Oroukouman, l'association a procédé ce samedi à Cotonou à la présentation officielle de son siège. Cette activité constituait le point central de la première Assemblée générale extraordinaire de l'année 2025. Compte rendu Romaric Dossa. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin, coupure du ruban, ça doit s'accompagner d'ovations. La coupure du ruban qui vient ainsi d'être faite par le président Barnabas Oroukouman. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin dispose désormais d'un siège national. Il a été officiellement inauguré ce samedi 20 décembre à Cotonou. C'était à l'occasion de la première Assemblée générale extraordinaire de l'Union au titre de l'année 2025. En se dotant de ce nouvel espace, la fêtière des médias en ligne renforce ainsi son engagement en faveur d'une presse numérique plus libérale, professionnelle et pluraliste. Ce siège est appelé à devenir un espace de réflexion, de formation et de coordination de l'ensemble des médias en ligne affiliés. Un lieu qui symbolise désormais notre engagement commun pour la structuration, la professionnalisation et la crédibilité des médias en ligne au Bénin. Cette assemblée se tient dans un contexte particulier. Le paysage médiatique béninois connaît de profondes mutations, tandis que notre pays s'achemine vers des élections générales en 2026, avec des enjeux démocratiques, politiques et médiatiques majeurs. Dans ce contexte, le rôle des médias en ligne n'a jamais été aussi déterminant. L'UNAMEL Bénin, qui regroupe aujourd'hui une trentaine de médias en ligne dûment enregistrés et reconnus par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, se veut une force de proposition, un cadre d'autorégulation et un partenaire crédible des institutions de la République, notamment la HAC. Cette cérémonie d'inauguration a connu la présence d'autres organisations de presse, dont la plateforme des acteurs et promoteurs pour le développement des médias PADEM Bénin et l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Pour leurs représentants, ce siège de l'UNAMEL Bénin est un symbole de stabilité, de créativité et de projection vers l'avenir. Ce nouveau siège est plus qu'un simple bâtiment. C'est un lieu de rencontre, de partage, de réflexion pour les professionnels des médias et pour tous ceux qui croient en la force de l'information. À travers cette action, l'UNAMEL confirme une fois encore qu'elle nourrit de nobles ambitions pour l'essor des entreprises de presse au Bénin. Au nom donc du président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, je tiens à saluer cette étape historique. Elle marque la complémentarité entre nos organisations et rappelle que dans la diversité de nos supports, nous partageons une même mission. Informer avec responsabilité, défendre l'éthique et porter haut la voix de notre peuple. Que ce siège devienne un lieu de solidarité, de formation et d'innovation. Qu'il soit l'arbre dont les racines plongent dans l'éthique et dont les fruits nourrissent la liberté d'informer. L'Union des professionnels des médias du Bénin réaffirme son engagement
à marcher aux côtés de l'UNAMEL pour que, ensemble, nous bâtissions des médias béninois forts, crédibles et respectés. Pour rappel, l'Union nationale des médias en ligne, UNAMEL Bénin, officiellement créée en 2024, a pour mission de contribuer à la consolidation des acquis des médias en ligne, de défendre leurs droits ainsi que leurs intérêts matériels et moraux et de porter leurs préoccupations auprès des autorités compétentes. Dans un tout autre registre, à présent, le chef de l'État est revenu lors d'un point de presse accordé aux médias sur un aspect de la Constitution, révisé notamment le passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Patrice Talon a expliqué le bien fondé de cette réforme, estimant que le temps politique actuel ne permet pas de répondre efficacement aux attentes fondamentales des populations. Convaincu de la nécessité de ce changement, il a développé une argumentation pour justifier cette disposition introduite lors de la révision constitutionnelle adoptée par les députés le 14 novembre dernier. Suivons un extrait de ses propos. J'ai eu en 2016 à proposer à mes concitoyens qu'on instaure un mandat un peu plus long que 5 ans, mais un mandat unique. Parce que j'ai dit que 5 ans, c'était trop court pour agir efficacement et pour avoir un résultat. C'est trop court. Mais j'ai dit que la quête d'un second mandat pervertit l'action courante. Parce qu'on a les yeux rivés sur le second mandat et on est un peu même populiste. C'est pour ça que j'ai proposé les deux choses. Rallonger le mandat pour avoir un temps plus long pour l'efficacité de l'action publique, mais un seul mandat pour ne pas être conditionné par le besoin d'un renouvellement. 10 ans après, ayant été dans la charge, je peux vous dire que je suis plus que jamais convaincu que 5 ans c'est trop court. Les pays qui font 4 ans, les grands pays, 4 ans, 5 ans, c'est des pays dans lesquels tout est déjà fait. On va prendre l'exemple des États-Unis qui font 4 ans. L'exemple de la France qui est passé de 7 ans en 5 ans. Mais quand vous écoutez les attentes des populations aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en France, c'est quoi l'attente des populations? Quelle est leur demande face aux acteurs politiques? Quand vous écoutez l'offre politique des acteurs politiques italiens, espagnols, français, canadiens, américains, quand vous écoutez leur offre politique, de quoi ils parlent? Alors, nous imitons des gens qui n'ont pas du tout le même problème que nous. Alors que pour construire des routes, quand vous voulez, on attend de vous, dans chaque localité, qu'il y ait des routes dans chaque localité. Si vous faites ça ici, vous ne faites pas ça là-bas, après les 2 ou 3 ans, vous avez les élections, ils ne voteront pas pour vous. Vous n'avez rien fait pour eux, pour la route. Moi, je suis arrivé, j'ai espéré qu'au bout de 5 ans, j'aurais atteint 80-90% de couverture en eau potable. C'était mon plan, c'était ma volonté, on était engagé là-dedans. Il y a encore des endroits où on dit, mais on a demandé de l'eau, vous êtes venu ici en campagne, on n'a pas eu l'eau. Certains n'ont pas eu de marché, pas eu de stade. Nous avons une course contre la montre. Ça a été terrible. Moi, j'ai pris 20 ans en 5 ans. Ouais, je n'étais pas comme ça il y a 10 ans. Et quand je regarde ma courbe de vieillesse, je vois que je suis sorti de la courbe. J'ai vieilli plus vite que je devais l'être. Vous vous rappelez, j'ai invité les femmes ici, dans Tokpa, ici à la présidence. Je les ai invitées, j'ai dit, dans Tokpa ne peut pas rester là indéfiniment. Insalubrité, incendie, c'est plus conforme au commerce. Dans 20, 30, 40 ans, le Bénin sera 50 millions d'habitants, on ne peut pas garder Tokpa là. Vous allez accepter de partir de là. Ça fait 8 ans. Tokpa n'a pas encore déménagé. Pourtant, nous sommes acharnés au travail. Ceux qui connaissent la zone peuvent aller voir. Mais il a fallu des études. En telle matière, il ne faut pas des études n'importe comment. Des expertises, des contre-expertises, des financements, les contrats d'entreprise. Nous sommes en fin de mandat. Ça a été l'une des priorités
de mon action en termes d'infrastructures marchandes, 9 ans après, Dantokpa n'a pas déménagé encore, même si les travaux sont finis. Nous avons décidé que le bitume, le goudron aille partout au Bénin. Je n'ai jamais réussi à le faire en 5 ans. Donner 7 ans à un régime est un temps moyen suffisant pour avoir des résultats. Quand on regarde le minimum de temps requis pour la plupart de ce qui relève de nos besoins, des besoins de nos populations. On me dira, mais quand le président il est mauvais, 7 ans, c'est pas trop long. Là également, on a tort. Quand le temps est court, il ne permet ni aux mauvais de faire quelque chose, ni aux bons de faire quelque chose. Que vous soyez bon ou mauvais, quand le temps est court, vous ne faites rien. Quand le temps est long, suffisant, celui qui est bon fera quelque chose. Celui qui n'est pas bon, il ne fera rien. Mais ça ne change rien pour celui qui est mauvais. Donc le président qui n'est pas bon, le gouvernement qui n'est pas bon, que le temps soit suffisant, ou trop court, ou trop long, il ne fera rien. Mais il ne faut pas qu'à cause de lui, on vote une disposition qui empêche ceux qui sont bons de faire des bonnes choses. Non, on regarde le mal pour empêcher le bien de se faire. Toujours au palais de la Marina, le chef de l'État est également revenu sur le Sénat intégré à l'architecture institutionnelle du Bénin. Cet organe composé de sénateurs a pour mission de réguler la vie politique et de garantir l'unité nationale, la sécurité publique et la paix. Le président a détaillé ces points devant les professionnels des médias. Suivons ses explications. Le Sénat, tel qu'il a été défini, paraît une invention béninoise, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il n'y a aucun élu au Sénat, que le Sénat n'a aucune légitimité. Pourtant, le Sénat a un rôle important. Je veux vous dire que c'est vrai, chacun imagine, invente ce qui lui convient, ce qui est conforme à ses besoins, à son histoire, à sa réalité. Mais il est rare que les idées même les plus belles, les plus innovantes ou novatrices relèvent d'une exclusivité. Dites-vous une chose, quand vous pensez à quelque chose de très bien, quelqu'un a déjà pensé à ça. C'est rare qu'on soit vraiment les seuls à avoir une idée novatrice. Le fait que ce soit un parlement de gens désignés, de compétences, d'expérience, de sagesse, existe ailleurs dans le monde. Vous le savez, non? Le Bénin n'est pas le seul pays dans lequel le Sénat est composé à 100% de personnes désignées, aucun élu. Mais est-ce que c'est mauvais d'instruire un organe pour des fois dire aux gens, appeler les gens à la retenue, rappeler les gens à l'ordre, conseiller les gens? Un exemple. Un maire prend un arrêté pour interdire le prélèvement du sable, de gravillon dans une carrière, en disant que cette carrière a atteint un niveau où continuer déstabilise l'environnement. Et il dit interdiction de prélever, de continuer à exploiter cette carrière. Un homme politique arrive et dit, il dit n'importe quoi lui, continuez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne continue, elle va répondre devant la loi après. C'est elle qui va payer, qui va être sanctionnée par la loi. Si le pêcheur continue d'utiliser son équipement de pêche et qu'il est confondu de cela, c'est lui qui va être pénalisé. Et parfois, il va y avoir une rébellion sur l'eau. La police fluviale va sur l'eau pour contrôler les filets et les populations vont se soulever contre la police fluviale. Coups, blessures, désordre et même parfois perte en vie humaine. Le véritable auteur, c'est qui? C'est l'homme politique. Mais aller devant la justice, en pénal, correctionnel, c'est un délit. Il appelle des gens à ne pas respecter la loi. Vous êtes magistrat. On vous présente un acteur politique qui a appelé les populations à ne pas respecter la loi, contester la loi. Et il va dire, non, moi j'ai seulement critiqué la loi. Mais il conteste la loi, il soulève les gens contre la loi. Vous ne pourrez pas le condamner pénalement. Vous avez du mal. En plus, un acteur politique.
Voilà les limites. Le Sénat a aussi ce rôle-là, de pouvoir interpeller les acteurs politiques sur des choses qui sont contraires à l'intérêt général, qui sont contraires à la sécurité, qui sont contraires à la paix. Quand un homme politique dit « Moi, je vais appeler les miens, ils vont venir si vous allez vous affronter sur le terrain. » D'un homme politique, ce n'est pas bien. Mais est-ce que vous allez le poursuivre en pénal pour ça? Parce qu'il a dit « Je vais appeler les miens, vous allez venir s'affronter. » Non. Ce n'est pas tout qui est pénal. Il faut éviter aussi d'amener les acteurs politiques systématiquement devant la loi parce que ça crée trop de problèmes. Ce qui n'est pas convenable politiquement. Il faut qu'il y ait un organe pour leur dire « c'est pas bien ce que vous faites. Ne faites plus ça, ne dites plus ça. » Et si là, les personnes refusent, récidivent, vont jusqu'à demander qu'il y ait un coup d'État, vont jusqu'à demander à ce qu'il y ait la guerre civile, vont jusqu'à demander que les populations s'affrontent. Là, on peut dire, ah non, non, là, vous exagérez. On peut prononcer même sanction politique contre ces personnes-là. C'est tout. Nous mettons en place dans notre pays des dispositions qui accompagnent notre dynamique de développement, la compétition politique, l'activité politique, comme dans tous les autres domaines où, quand on est dans un métier, il y a des codes de déontologie, il y a des lois, des règlements qui les organisent, qui sanctionnent. Il n'y a qu'en politique où aucun test, aucun règlement, aucune institution n'appelle à recadrer l'activité politique, l'action politique ou les propos politiques. Ça n'existe pas au Bénin. C'est le seul métier. On peut faire ce qu'on veut et il n'y a personne qui peut vous rappeler à l'ordre. Si vous êtes médecin, infirmier, artisan, policier, je ne sais pas quoi, zémédien et consorts, votre activité est réglementée. L'activité politique, non. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez appeler les gens à se tuer. À la limite, on ne vous dira rien. Est-ce que c'est un tort de proposer qu'il y ait un conseil de sages qui appelle les uns et les autres à la raison pour que nous vivions plus en harmonie et que l'action politique publique soit efficace et non chaque fois objet de conflits, de guerre. Le chef de l'État est attendu ce mardi 23 décembre devant l'Assemblée nationale. Un rendez-vous institutionnel majeur au cours duquel Patrice Talon livrera son ultime discours sur l'état de la nation. Et puis donc, en interactualité, les autorités nigérianes ont obtenu la libération de 130 élèves enlevés le 21 novembre dernier par des hommes armés dans une école catholique de l'ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche un porte-parole de la présidence. Une centaine d'écoliers avaient déjà été libérés au début de ce mois. Le reportage. Au Nigeria, les 130 élèves enlevés en novembre dernier dans une école catholique ont été libérés ce dimanche. Ils font partie des 300 élèves et 12 membres du personnel enlevés par des hommes armés au sein de l'internat catholique Sainte-Marie dans le village de Papiri le 21 novembre dernier. 50 enfants avaient réussi à s'échapper au moment des faits. Le gouvernement nigérian a déclaré le 8 décembre dernier avoir réussi à libérer une centaine d'otages. Au total, 230 personnes ont pu être libérées pour l'heure. À noter qu'il s'agit de l'un des plus importants kidnappings de masse dans le pays, déjà ravagé par le phénomène depuis plusieurs années. Le Nigeria a été secoué par une vague d'enlèvement début novembre qui avait suscité inquiétude et indignation dans le pays. Face à l'aggravation de l'insécurité dans le nord, où des bandes armées s'attaquent fréquemment aux écoles pour obtenir des rançons, plusieurs établissements avaient dû fermer leurs portes temporairement. Les enlèvements dans les écoles se sont multipliés depuis que les militants de Boko Haram ont enlevé 276 filles à Chibok en 2014. Bien loin de la doctrine djihadiste, ces enlèvements sont motivés par l'argent obtenu grâce aux rançons. En Afrique du Sud, des hommes armés ont ouvert le feu dans un bar près de Johannesburg, tuant 9 personnes et faisant 10 blessés selon la police. Ce drame fait suite à une fusillade similaire le 6 décembre lorsque des hommes armés avaient pris d'assaut un foyer de travailleurs à Pretoria, tuant 11 personnes. Suivons.
En Afrique du Sud, au moins 9 personnes sont décédées et au moins 10 autres ont été blessées lors d'une fusillade dans une banlieue de Johannesburg. Un groupe d'hommes armés a ouvert le feu dans un pub. Le commissaire de police provincial raconte les faits. Un Quantum et une Toyota Etios argentée sont arrivés dans cette taverne derrière nous. La taverne est titulaire d'une licence, soit dit en passant, et elle était toujours en activité dans les délais prescrits. Plus ou moins 10 personnes sont descendues de ces 2 véhicules. Sans provocation, ils ont tiré au hasard sur les clients. 3 personnes ont ainsi été tuées par balle. L'incident a eu lieu ce dimanche peu avant 1h du matin dans le township de Bakersdal. Il s'agit de la 2e fusillade de masse dans le pays en 3 semaines. 10 personnes ont été blessées et 2 autres ont tenté de s'enfuir en montant dans la Golfe Noire qui se trouvait là. Ils ont été abattus, 3 autres personnes se sont enfuies et elles ont été abattues. Ils ont couru jusqu'à la clinique. Malheureusement, lorsqu'elles sont arrivées à la clinique, elles ont succombé à leurs blessures et c'est ce qui s'est passé. Une chasse à l'homme a été lancée par la police suite aux crimes graves et violents de la province de Gauteng, en collaboration avec l'unité de recherche de la détection des crimes. Enfin, le football africain était de retour ce dimanche avec le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Pour cette affiche inaugurale, les Lions de l'Atlas du Maroc ont dominé les Colacantes des Comores sur le score de 2-0, lançant idéalement le tournoi face à une sélection comorienne qui dispute sa 2e CAN de son histoire. C'est après moi. Après une cérémonie d'ouverture grandiose, le Maroc fait son entrée dans la compétition avec une victoire convaincante face aux Comores, 2-0. Le pays hôte de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est bien décidé à s'imposer et fait partie des grands favoris du tournoi. Le Marocain, c'est un passionné de football, c'est un pays de football, donc voilà. Et ça fait plaisir, moi c'est ma première fois dans ce stade, c'était magnifique, on a vibré. Malgré la pluie, on était chaud. Si le résultat est au rendez-vous, la prestation, elle, ne fait pas l'unanimité. Chez les supporters, les avis sont mitigés. Il faudra qu'on s'améliore sur le jeu, sur les efforts de mouvement. Il manquait trop de solutions aux porteurs du ballon. Mais sinon, on a eu la victoire. Mais après, par contre, sur des équipes un peu plus difficiles, par exemple comme le Nigeria ou le Sénégal, ça va être compliqué si on joue comme ça. La fête africaine ne fait donc que commencer. Avec cette victoire, les Lions de l'Atlas ont parfaitement lancé leur CAN. Mais en tant que grands favoris, les Marocains avancent avec une énorme pression, celle de décrocher un titre attendu depuis 1976. Ajar Toufik pour Africa News, Rabat. Et c'est la fin de ce 19h30. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.